Donc on va poursuivre cette séance de TD numéro 2. Donc au passage, hein, il y avait une erreur dans l'entête du PowerPoint de l'exercice précédent, l'exercice 8. C'est bien le TD numéro 2. Normalement, la séance de TD numéro 1 s'achève sur l'exercice 7, soit totalement fait, soit partiellement. Et l'exercice 8 est clairement un exercice qui doit être traité au TD numéro 2. Et c'est le cas également pour l'exercice 9 que l'on va traiter maintenant. Son énoncé est très rapide, hein. On utilise le principe de superposition pour étudier le schéma de l'exercice 7.1. Donc on va recalculer le courant I2 dans le schéma de l'exercice 7.1 en utilisant cette fois le terme de superposition à la place des lois de Kirchhoff. Donc voici le rappel du schéma de cet exercice. Et donc le courant I2 que l'on cherche à calculer, c'est ce courant là. Et le principe de superposition, il est assez simple. On va remplacer un problème compliqué par plusieurs problèmes plus simples à traiter. Donc au lieu d'étudier un circuit avec 3 sources actives en même temps, la source de courant J, la source de tension E1 et la source de tension E2, on garde une seule source active à la fois. Et donc on calcule la contribution d'une source séparément. Donc c'est ça qui est important. Et donc la méthode, c'est de transformer une source de tension en une source de tension nulle, c'est-à-dire un court-circuit. Donc en fait, désactiver une source, ça consiste à l'annuler. Et donc pour une source de tension, on remplace par une source de tension nulle, c'est-à-dire un court-circuit. Alors que pour une source de courant, on la remplace par une source de courant nulle, c'est-à-dire un circuit ouvert. Et une fois qu'on a dit ça, on peut se lancer dans l'étude de notre circuit particulier. Donc le courant I2 sera la somme de 3 termes, la contribution de E1 qu'on note I2E1, la contribution de E2 que l'on note I2E2, plus la contribution de J que l'on note I2J. Donc, premier point traité, le cas de E1. Donc, on garde E1 actif. Et on remplace E2 par un court-circuit. Donc là, on va avoir R1, E1, R4. E2, c'est un fil. R2 ici et R3 là. Et la branche avec J est en l'air, vu qu'il n'y a pas de courant qui va circuler dedans, J étant annulé. Et donc le point important quand on applique le terme de superposition, c'est de systématiquement reporter le courant que l'on recherche avec la bonne orientation. Avant de simplifier le schéma, il faut bien noter que le courant I2E1 est dirigé vers le bas dans R2. Parce qu'il ne faut surtout pas prendre une fois dans un sens, une fois dans l'autre le courant, sinon quand on va faire la somme, elle sera fausse.
Donc là, le résultat, il est très simple à établir. En fait, le courant I2E1 circule comme ceci. Il n'y a pas de courant ici, hein. Donc, ce courant I2E1 circule dans R2 et dans R3 à l'identique. Donc là, je détaille un peu. Mais donc, on a une résistance R2 plus R3. Et ici, on a un fil. Et ici, on a R1. Et ici, on a E1 et R4. Donc là, le résultat, il est évident à établir. En fait, on a une tension nulle du fait de la présence du court-circuit aux bornes de R2, de l'ensemble R2 plus R3. On a une tension nulle à ces bornes parce que la résistance est court-circuitée. Si on a une tension nulle, ça veut dire que le courant est nul. Du fait de la loi, de la loi d'Ohm, V égale RI, c'est V et vaut 0, I vaut 0 aussi. Donc là, on répond immédiatement à la question sans faire de calcul réellement. I2E1 est égal à 0. Ça, c'est le premier terme que l'on souhaite calculer. Ensuite, c'est en blanc, contribution de E2. Donc la contribution de E2, j'ai la source E2 qui est active, orientée comme ceci, R2, R3. Donc en fait, pour la source J, bah, c'est pareil, c'est laissé en l'air vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas de courant, elle est désactivée. Ensuite R1, R4, et donc cette fois c'est E1 qui est remplacé par un fil. Et ici, c'est toujours laissé en l'air. On reporte tout de suite le sens du courant I2 de E2, comme ceci. Et donc là, R1 et R4, bah, on peut les fusionner, ça fait R1 plus R4. Ils sont en série et en parallèle avec le court-circuit. Donc en fait, ça c'est équivalent à avoir R2, R3, E2, un court-circuit et R1 plus R4. Comme la tension ici est nulle, il n'y a aucun courant qui passe là-dedans. Et donc en fait, que la résistance R1 plus R4 soit là ou non, ça ne change rien. Donc en fait, le circuit se résume à deux résistances et une source de tension E2, R2, R3 et un courant, donc I2 de E2, donc au passage qui passe comme ça, hein, vu qu'il n'y a pas de courant là. Donc la mise en équation de la maille, elle est très simple. On a une maille constituée d'une source de tension en série avec deux résistances. La résistance équivalente, c'est R2 plus R3. Et donc aux bornes de laquelle on applique une tension E2. Donc le courant I2, et qui est bien orienté dans le bon sens, hein, la tension aux bornes de la résistance, c'est bien la tension E2. On est bien en convention récepteur pour du point de vue de la résistance. La flèche E2 correspond bien à la flèche de tension qu'on doit prendre pour la résistance, le courant étant orienté dans l'autre sens. Donc I2 de E2 est égal à E2 sur R2 plus R3. Donc voilà le deuxième terme à calculer. Contribution de E2.
Et donc il reste un dernier terme, la contribution de J, qui est un petit peu plus compliqué à établir. Donc là, on a une source de courant avec l'orientation vers la droite. Ensuite, on a un court-circuit en série avec R1, la résistance R4 comme ceci. Ensuite, on a ceci. Ensuite, on a R3. Ensuite, on a un court-circuit à la place de E2. Et on a R2 qui est comme ceci. Et on referme comme ça. Et donc, le courant I2 de J est orienté comme ceci. Donc là, on a intérêt à légèrement réorganiser le schéma comme cela. En fait, ça c'est un nœud et on part sur R3, R2 que je peux dessiner en parallèle de R3 vu qu'elles sont reliées par ce point-là et par ce point-là aussi. Et en fait, ce point-là, il est commun à R1 et R4. Et R1 et R4 en fait sont clairement en parallèle aussi. Donc en fait on a parfaitement le droit de les redessiner comme ça. Et donc c'est là qu'on voit ce qui va se passer en fait. J, c'est un courant injecté dans deux résistances R1 et R4 en parallèle. Donc en fait le courant va se scinder en deux morceaux. Puis il va refusionner en un courant J ici, qui va à nouveau se scinder en deux morceaux. Et qui va à nouveau refusionner pour redonner J. Or, le courant que l'on recherche, c'est ce courant-là, I2J, il est orienté comme ceci. Donc ça correspond à ça. C'est exactement le sens inverse du courant que l'on va établir en scindant le courant J. Donc en fait, scinder le courant J, c'est un pont diviseur de courant. En fait, R1 et R4 forment un pont diviseur de courant, mais c'est pas celui qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est celui formé par R2 et R3. Donc le courant qui se trouve ici, donc je vais noter J2 pour le différencier de I2. Donc J2 est égal à J que multiplie G2 sur G2 plus G3. Et je vous rappelle, G2 c'est 1 sur R2 et G3 c'est 1 sur R3. Et donc on va avoir J fois R3 sur R2 plus R3. Une fois les simplifications faites. Et ce que l'on cherche, c'est pas J2, c'est I2 de J, qui vaut en fait l'opposé. Donc en fait, ça va être moins J fois R3 sur R2 plus R3. Et donc voilà le troisième terme de notre superposition. Une fois qu'on a établi ça, il reste à faire un bilan. I2 sera égal à 0, la contribution de E1 vaut 0, plus la contribution de E2, la contribution de E2 c'est E2 sur R2 plus R3, et la contribution de J, c'est moins J fois R3 sur R2 plus R3, ou écrit autrement, moins R3J sur R2 plus R3. Et donc on peut se ramener
au même dénominateur, ils y sont déjà en fait, hein. I2, ça sera égal à E2 moins R3J sur R2 plus R3, qui est normalement le résultat obtenu avec les lois de Kirchhoff, tout simplement parce que ce sont deux méthodes équivalentes. L'intérêt de cette méthode, c'est que ça permet de morceler le problème en des problèmes plus simples, avec des réponses quasiment immédiates. Alors, il n'y a pas de recette miracle, en fait, telle ou telle méthode est plus simple avec un circuit qu'avec un autre, et c'est pour ça qu'on privilégie plutôt une méthode qu'une autre, suivant les cas de figure. Il n'y a pas de solution magique. Ça, pour vous en convaincre, il y a un exercice à la fin de cette série d'exercices du régime continu. Donc c'est l'exercice intitulé Pont de Wesson, où on vous suggère d'analyser le circuit avec différentes méthodes, et en fait dans le Moodle de l'UV vous avez une correction détaillée et écrite de l'application de toutes les méthodes. Et en fait, vous allez vous apercevoir que certaines méthodes qui peuvent être simples pour certains circuits devient extrêmement peu pratique et nécessite pas mal de lignes de calcul. Donc en fait, une méthode n'est pas la meilleure dans tous les cas de figure. C'est pour ça qu'il y en a un certain nombre. Et qu'il faut malheureusement toutes les apprendre, parce que si elles étaient toutes aussi pratiques les unes que les autres tout le temps, une seule suffirait. Donc il est utile de connaître toutes les méthodes pour savoir, en tout cas avec l'expérience, laquelle appliquer et laquelle conduira le plus simplement à la solution recherchée. Parce que, encore une fois, de toute façon, sur le principe, toutes doivent conduire au même résultat. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc, la correction est assez rapide.